Quand deux hippocampes ont le coup de foudre, ils s'éloignent jusqu'à un bouquet d'algues où ils passent des heures à tournoyer l'un autour de l'autre, à changer de couleur et à se faire les yeux doux. À ce moment-là, c'est la femelle qui porte les œufs. Pas pour longtemps. Après avoir nagé côte à côte en se tenant amoureusement par la queue, ils s'accrochent à une algue et se mettent à tourner en rond. Puis, le mâle pompe de l'eau dans sa poche incubatrice ventrale jusqu'à ce qu'elle gonfle et s'ouvre en grand. La femelle enfonce son oviducte dans la poche du mâle et pompe par brèves saccades pour ne pas s'épuiser. Quand la poche est remplie de 200 œufs environ, elle retrouve sa taille de jeune fille pendant que le ventre du mâle s'arrondit. Une fois la ponte terminée, le mâle s'éloigne vers un autre bouquet d'algues où il s'accroche et attend. Pendant ce temps, son corps se met à produire de la prolactine, l'hormone qui déclenche la lactation chez les femmes enceintes. La différence étant que l'hippocampe ne fournit pas de lait, mais de l'oxygène qui transforme la cavité ventrale en une sorte de couveuse. Grâce à un réseau de capillaires, il transfère aux œufs des substances nutritives qui maintiennent la poche pleine d'eau salée. Ainsi, au moment de l'éclosion, les petits hippocampes seront parfaitement préparés à leur environnement aquatique. Bien qu'elle ne joue plus aucun rôle actif, la femelle rend visite au futur père pendant tout le temps de sa grossesse. Elle se montre pleine d'attention pour lui. Une nouvelle fois, ils changent de couleur, tournoient dans les algues et finissent par une promenade, enlacés queue dans la queue. Puis elle repart jusqu'au lendemain matin, pendant qu'il siphonne de la nourriture grâce à sa bouche. On ne sait toujours pas pourquoi la femelle rend visite au mâle quotidiennement au lieu de s'installer avec lui. Quoi qu'il en soit, sa contribution s'arrête au transfert des œufs. C'est le mâle qui se charge de les féconder et de les porter jusqu'à leur éclosion. Son gros ventre disparaît à mesure que les petits hippocampes parfaitement formés naissent par dizaines. Un pénis d'1,50 m que le mâle dirige comme il le peut au-dessus des flots. Pas simple quand la houle vient frapper les flancs de sa partenaire. Le balai nuptial peut durer plusieurs heures, tandis que l'accouplement ne dure que quelques secondes ou quelques minutes. Ces deux partenaires se sont retrouvés pour assurer leur descendance. Mais à raison d'un petit tous les 3 à 5 ans, la survie de l'espèce est incertaine. Aujourd'hui, il ne reste plus que 350 baleines franches dans l'Atlantique Nord. Après la chasse industrielle, les collisions de plus en plus fréquentes avec les navires et les filets parfois mortels des pêcheurs, c'est désormais le réchauffement qui menace les baleines. Les géants des mers finiront-ils par disparaître? Possible, si l'homme ne prend pas la mesure de ce qu'il inflige aux océans et à ses habitants. Je voudrais maintenant vous faire découvrir l'archipel de Chausey entre Bretagne et Normandie pour observer un phénomène unique et fascinant. Revenons aux oursins que nous avons placés dans notre aquarium. Le mâle émet des spermatozoïdes. La femelle des ovules. Les courants d'eau
emportent les cellules reproductrices et permettent leur rencontre. Les spermatozoïdes, attirés par une substance chimique émise par l'ovule, s'agglutinent autour de celui-ci. Ils cherchent à pénétrer à l'intérieur. L'un d'entre eux, le plus rapide sans doute, va y parvenir. C'est le merveilleux moment de la fécondation. À partir de cet instant, l'ovule n'est plus un ovule, mais une cellule œuf. La membrane, qui apparaît tout autour de la cellule œuf et que l'on qualifie de membrane de fécondation, va interdire toute nouvelle fécondation par un deuxième spermatozoïde. Elle joue le rôle de barrière de protection anti-spermatozoïde. Dans les heures qui suivent, la cellule œuf va se diviser pour donner d'abord 2 cellules, puis 4, puis 8. Environ 4 jours après la fécondation, l'embryon acquiert un aspect typique propre au développement des échinodermes, la larve Pluteus. Pendant 2 semaines encore, la larve Pluteus va se développer. Sa morphologie va se compliquer quelque peu. Brusquement, elle va cesser de s'alimenter avant de se fixer sur un rocher ou une algue pour y subir une métamorphose, étape au cours de laquelle son aspect va se modifier radicalement. La métamorphose ne dure qu'1 heure environ. À son issue, c'est un tout petit oursin de 2 mm de diamètre à peine qui fait son apparition. 3 ou 4 jours après la métamorphose, le jeune oursin présente de nombreux piquants, ainsi que des podias capables de s'allonger considérablement. Il se déplace activement, se nourrit et commence à grandir. 3 mois plus tard, notre jeune oursin atteint déjà les 5 mm. 1 an plus tard, son test, piquant compris, dépasse le centimètre. Son aptitude au déplacement est remarquable. Deux à 3 ans plus tard encore, même s'il n'a pas encore sa taille maximale, l'oursin a atteint l'âge adulte. Il est devenu capable de se reproduire. Sur les côtes rocheuses de l'Atlantique, la mer couvre et découvre, 2 fois par jour, au gré des marées, une portion plus ou moins large du littoral. Au cours de cet infini va-et-vient, des algues de couleur brune, formées de longues lanières ramifiées, couvertes de flotteurs ovoïdes, sont alternativement émergées ou submergées par la mer.
Ces algues qui envahissent parfois le littoral sur d'immenses étendues sont des fucus vésiculeux. Ces fucus sont des algues particulièrement intéressantes en ce qui concerne la reproduction. À la fin du printemps, lorsque la température de l'eau commence à s'élever, l'extrémité des lanières de fucus s'ornemente de renflements plus ou moins volumineux. Ce sont des organes reproducteurs. Malheureusement, l'agitation permanente de la mer et l'exondation répétitive de l'algue permettent difficilement de suivre le processus de sa reproduction. Pour contourner ce problème, nous avons requis l'assistance des chercheurs de la station de biologie marine de Roscoff. Il nous a ainsi été possible de filmer, en milieu contrôlé, les différentes étapes de la reproduction du fucus vésiculeux. Les renflements qui apparaissent à l'extrémité des fucus ne sont pas tous équivalents. Certains pieds produisent des organes mâles, d'autres pieds des organes femelles. La meilleure manière de s'assurer de la nature de ces renflements consiste à en découper une fine tranche et à observer son contenu au microscope. Les renflements femelles comportent des cavités périphériques appelées conceptacles qui s'ouvrent sur l'extérieur par un petit orifice. Dans ces conceptacles, au milieu de touffes de poils non ramifiées, se trouvent plusieurs sacs comportant chacun 8 sphères de teinte jaunâtre. Ces sphères sont des cellules reproductrices femelles des zoosphères. À maturité, les sacs se détachent de la paroi du conceptacle, se déchirent et libèrent les zoosphères. Peu de temps après, ces grosses cellules dépourvues de mobilité propre sont émises hors du conceptacle et disséminées autour de l'algue et le long du littoral par les turbulences de la mer. De leur côté, les organes mâles sont le siège de phénomènes très semblables. Dans la cavité des conceptacles mâles sont disposées de nombreuses touffes de poils ramifiés. Certains de ces poils portent des petits sacs renflés, bourrés de cellules reproductrices mâles, que l'on qualifie d'antérozoïdes. Ces petits sacs se détachent de temps à autre et finissent par se rompre, soit à l'intérieur du conceptacle même, soit après avoir été expulsés hors de celui-ci. Cette rupture entraîne la libération des antérozoïdes dans l'eau de mer. Dès leur libération, les cellules reproductrices mâles manifestent une très grande mobilité. Les deux flagelles très actifs dont elles sont pourvues leur permettent de se déplacer rapidement en milieu aquatique. Les zoosphères plus denses que l'eau de mer ont tendance à tomber sur le fond. Les antérozoïdes, eux, fuient la lumière et nagent en direction opposée, donc également vers le fond. Ces propriétés des gamètes accroissent les possibilités de rencontre entre les deux types de cellules. Lorsque les conditions sont favorables, la périphérie des zoosphères se peuple d'antérozoïdes qui subissent une attraction chimique de la part des gamètes femelles. En effet, les ovules émettent dans l'eau de mer une substance chimique, le fucocératène, responsable de l'attraction des gamètes mâles vers les gamètes femelles. Lorsque leur nombre est suffisamment important, les antérozoïdes, dans leur agitation effrénée, s'agglutinent autour de l'oosphère et parviennent à en provoquer la rotation. Peu de temps après, la fécondation survient. L'un des antérozoïdes pénètre dans l'oosphère. La cellule œuf, point de départ d'un nouvel exemplaire de fucus, vient de se former. Elle s'entoure immédiatement d'une paroi, invisible en éclairage classique, qui bloque la pénétration d'autres antérozoïdes dans le cytoplasme. Cependant, à l'aide d'un colorant fluorescent spécifique, excitable en lumière ultraviolette, il est possible de visualiser la présence de cette paroi. Les cellules fécondées restent visibles et prennent une teinte bleu nuit, alors que celles qui ne le sont pas disparaissent du champ du microscope.
Dans les minutes qui suivent la fécondation, les noyaux des deux gamètes s'unissent pour n'en former plus qu'un seul, assurant ainsi le mélange du patrimoine génétique du fucus mâle avec celui du fucus femelle. Les gamètes femelles qui n'ont pas eu la chance d'être fécondées dégénèrent au bout de quelques dizaines d'heures. Leur décomposition est accélérée par les micro-organismes présents dans l'eau de mer. L'immense majorité des gamètes mâles subit un sort tout aussi peu enviable. Leur mobilité s'estompe peu à peu et leur mort survient après quelques heures. La cellule œuf, issue de la fécondation, commence à se diviser selon un processus immuable et donne naissance à un embryon. Il nous a été possible d'assister aux premières étapes de cette transformation et de les filmer. Au cours de son développement, l'embryon commence par élaborer un prolongement qualifié de rhizoïde qui s'allonge chaque jour un peu plus. Lorsque l'on cultive des embryons de fucus dans un flacon placé à proximité d'une source lumineuse, on constate que tous les embryons du récipient fabriquent leur rhizoïde dans la direction opposée à celle de la source lumineuse. Cette particularité fait que dans les conditions naturelles, les prolongements, qui sont les futurs crampons de fixation de l'embryon, croissent dans la direction opposée à celle de la surface, donc vers le fond, où ils pourront ancrer l'algue. 2 à 3 semaines plus tard, les embryons ont atteint une taille voisine du millimètre. Leurs rhizoïdes se sont multipliés et permettent au jeune fucus d'adhérer fortement sur un rocher ou une épave. Dans les mois et les années qui suivent, le minuscule organisme de fucus accroît sa taille de façon importante, produit des flotteurs, jusqu'à devenir adulte. Il devient à son tour capable de fabriquer des zoosphères ou des entérozoïdes et acquiert ainsi l'aptitude à perpétuer son espèce. Ce fameux papillon, le Bombyx mori, est inconnu à l'état sauvage. Il est entièrement domestiqué et résulte de la sélection par élevage, c'est la sériciculture. Tôt, le matin, le Bombyx sort de son cocon. Ses ailes ne lui servent pratiquement pas. Il ne peut ni boire ni manger, car son système digestif est atrophié. Dès la sortie du cocon, l'accouplement se fait. Un mâle peut féconder 10 femelles en quelques jours, puis il meurt. Quant à la femelle, elle pond quelques heures simplement après l'accouplement. On dénombre entre 500 et 800 œufs par ponte. Un œuf a la grosseur d'une tête d'épingle. À l'éclosion, la croissance va durer environ 1 mois. La température doit être à 20 degrés Celsius. La 4e semaine, la chenille mange plus que pendant les 3 premières semaines. Pas moins de 3 feuilles de mûrier par chenille et par jour. Puis, les chenilles s'arrêtent de manger. Les chenilles se mettent à filer l'enveloppe du cocon. Pas moins de 20 à 30 couches sont nécessaires pour réaliser le cocon, qui reste poreux pour permettre la respiration de la chenille. La suite logique est la transformation de la chenille en chrysalide, puis en papillon. Lors de l'ouverture du cocon, le papillon émet un liquide qui ramollit les fils du cocon.
Épuisement de la femelle, un second mâle surexcité la saisit violemment par une nageoire. Les deux partenaires sont emportés par le courant qui balaie la passe. Yann doit redoubler d'efforts pour ne pas les perdre de vue. Deux autres individus les suivent, guettant la moindre défaillance du mâle dominant qui ne parvient pas à pénétrer la femelle. À bout de force, le mâle lâche prise. Aussitôt, un troisième mâle prend le relais sans laisser le moindre répit à la femelle, déjà fortement éprouvée. La saisissant au niveau des fentes branchiales, il tente de la positionner pour l'accouplement. À cet instant, la femelle ne peut plus respirer. Incapable de nager, la femelle n'est plus oxygénée et risque la mort par asphyxie. Mais le mâle est sans pitié. Dans un état second, il abandonne toute vigilance. Même la présence de Yann, qui s'est pourtant rapproché, devient insignifiante. D'une violente contorsion, le mâle s'arc-boute et pénètre la femelle. L'accouplement a commencé. Yann va donc pouvoir filmer une scène inédite, exceptionnelle. L'acte peut paraître violent, mais au fil des siècles, cette méthode d'accouplement a conduit à la sélection des mâles les plus puissants et des femelles les plus résistantes. Elle est une des clés de la survie de l'espèce depuis des millions d'années. Au fil des générations, les femelles sont durement sélectionnées. Pour supporter les morsures, la peau de la femelle est 2 fois plus épaisse que celle du mâle. Les blessures qu'elle porte sur tout le corps sont sans gravité et ont pour fonction de déclencher son ovulation. Le mâle possède 2 organes copulateurs, mais n'en utilise qu'un seul à la fois. Cet organe n'est pas un pénis érectile. Il provient de la transformation d'une arête de sa nageoire ventrale. L'accouplement dure déjà depuis 5 minutes. Les requins ne se déplacent plus. Ils sont au bord de l'asphyxie. Ils sont positionnés face au courant pour que l'eau puisse pénétrer dans leur gueule sans qu'ils se déplacent et maintenir un niveau minimum d'oxygénation. C'est véritablement le courant qui assure leur survie.
Et c'est pourquoi le mâle lutte pour rester face au courant. Pour Yann aussi, la scène est épuisante. Il lutte depuis plus de 10 minutes contre le fort courant, agrippé au corail et entraîné